Bonjour à tous et merci encore une fois de nous retrouver sur ce plateau pour cette édition spéciale. Nous sommes en compagnie de Dr Awa Domelo, qui est docteur ingénieur des ponts et chaussées. Et pendant 10 ans, il a été le directeur du Bureau national d'études techniques et de développement, puis ministre de l'équipement et porte-parole du dernier gouvernement de Laurent Gbagbo. Bonjour, docteur. Bonjour. Alors, monsieur le ministre, vous avez donc aussi été administrateur de la Banque nationale d'investissement de Côte d'Ivoire de 2000 à 2011. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur la situation économique de la Côte d'Ivoire avant la crise? Vous voulez parler de la crise de 2011? Exactement, oui. Eh bien, la Côte d'Ivoire était dans un processus d'ajustement structurel. Puisque quand Laurent Gbagbo a pris le pouvoir en 2000, eh bien, il avait trouvé une dette colossale qui empêchait le pays de financer son développement. Il y avait deux décisions à prendre, soit refuser de payer la dette, soit payer la dette. Il a fait le choix de payer la dette et de se libérer de cette dette-là. Et donc, on est rentré dans un programme avec la Banque mondiale et le Fonds monétaire international de 2000 à 2001 jusqu'en 2002. Et on a abouti, on a bien réussi le programme intérimaire qui devait nous conduire au point de décision du processus PPTE. Et c'est là qu'il y a eu l'attaque. Et donc, lorsqu'il y a eu l'attaque, Laurent Gbagbo a décidé de ne compter que sur ses ressources, mais ne pas arrêter le véhicule du développement. Et donc, a mis l'accent sur les grands travaux, a mis l'accent sur le développement de la filière agricole, cacao, café, EVA, palmier à huile, etc. Et a mis l'accent sur la décentralisation du développement, c'est-à-dire irriguer, communaliser toute la Côte d'Ivoire pour apporter le développement dans les coins les plus reculés de la Côte d'Ivoire, et a mis l'accent sur la coopération sud-sud. Et donc, dans cette coopération sud-sud, il fallait apporter l'expérience ivoirienne de développement aux autres pays africains. Et donc, le Bureau national d'études techniques dont j'avais la charge avait pour objectif de tisser les accords de coopération technique avec plusieurs pays africains, ce qui a été fait et qui a permis de partager l'expérience ivoirienne avec des pays africains, dont notamment la Guinée équatoriale, le Gabon, le Cameroun et tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, notamment le Sénégal, le Bénin, le Libéria, etc. Et donc, cette expérience-là a permis de transcrire en lettres la vision de coopération sud-sud du président Laurent Gbagbo. Voilà en quelque sorte ce qui a été fait, jusqu'à ce que la crise n'intervienne et que cette crise la bloque et divise la Côte d'Ivoire en deux. Malgré cela, eh bien, la politique de décentralisation a continué et la politique de coopération sud-sud a continué. Et c'est ce qui a permis de générer tous les projets de développement qui attendaient tout simplement que la dette soit annulée pour les mettre en œuvre. Et cette génération de projets-là a permis de constituer une banque de projets prêts à porter, prêts à se réaliser sur le terrain, en attendant l'annulation de la dette. Eh bien, cette annulation a commencé en 2008, l'annulation partielle lorsque la Côte d'Ivoire atteint le point de décision, et puis c'est après nous qu'on a atteint le point d'achèvement, lorsqu'on a été éjecté du pouvoir par la France. Donc voilà en quelque sorte ce qu'on peut appeler le bilan de la politique de Laurent Gbagbo avant la crise de 2011. Alors vous brossez quand même un très beau tableau de l'action de Laurent Gbagbo dans le cadre économique de la Côte d'Ivoire. Comment expliquez-vous aujourd'hui que ce même Laurent Gbagbo qui a essayé de redorer l'économie ivoirienne à travers les différents projets que vous avez énumérés est aujourd'hui accusé d'être l'instigateur de cette crise politique, socio-politique et économique en Côte d'Ivoire? Et actuellement, il est en procès à La Haye. Il est accusé par une certaine presse. Sinon, les Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire connaissent la vérité. Vous savez, avec les médias, on peut faire d'un homme gentil quelqu'un de méchant. Et on peut faire de quelqu'un de méchant de quelqu'un de gentil. On peut faire d'un criminel un saint et un saint un criminel. Et c'est ce qui s'est passé dans le cas de la Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo, dans l'opposition, a toujours opté pour le dialogue. Il avait la fameuse formule « asseyons-nous et discutons ». Laurent Gbagbo a refusé de prendre les armes quand il était dans l'opposition contre le parti unique. Alors que beaucoup de ses concitoyens préconisaient la voie armée
pour passer du parti unique au multipartisme. Il a toujours dit non. Nous devons nous battre les mains nues avec la parole. Ce qui a réussi, puisqu'en 90, on a eu le multipartisme. Et de 90 jusqu'à ce qu'ils ne prennent le pouvoir, ça a été la même ligne de conduite, malgré les arrestations, malgré les violations des droits de l'homme, malgré toutes les brimades, il a toujours refusé les armes. Donc ce n'est pas en étant au pouvoir qu'il va utiliser des armes contre son propre peuple. C'est la diabolisation pour écarter quelqu'un dont la vision politique et idéologique ne cadrait pas avec la France-Afrique. Puisque, comme vous le savez, la Côte d'Ivoire a eu l'indépendance en 60, et en 61, le président Félix Houphouët-Boigny est parti redonner cette indépendance-là à la France en signant les fameux accords de coopération, qui faisaient que la Côte d'Ivoire ne pouvait vendre qu'à la France ou avec l'autorisation de la France, et la Côte d'Ivoire ne pouvait acheter qu'en France ou avec l'autorisation de la France, puisque les réserves en devises étaient gérées par la France à travers les accords monétaires. Alors, et c'est contre cette politique-là que le Front populaire ivoirien a été fondé pour faire accéder la Côte d'Ivoire à l'indépendance économique. Puisque l'indépendance politique n'a pas permis l'indépendance économique, et le Front populaire ivoirien avait pour responsabilité de briser ces accords de coopération pour libérer l'énergie créatrice du peuple ivoirien. Et au-delà, engager la Côte d'Ivoire sur la voie de la coopération sud-sud et du panafricanisme. Alors, Laurent Gbagbo, donc votre compagnon de lutte et votre président, est actuellement jugé à la Cour pénale internationale donc pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité à cause de commis pendant cette crise sans précédent. Alors, Monsieur le ministre, vous avez été dans le bureau, si on peut le dire, de comptage des votes, des suffrages exprimés lors de cette élection de 2010. Laurent Gbagbo a-t-il gagné cette élection ou pas? Il n'y a pas de doute possible quant à la victoire de Laurent Gbagbo par les urnes. Pourquoi? Parce que, selon la constitution ivoirienne, les deux institutions qui sont en charge disons, la proclamation des résultats, il y a la commission électorale indépendante qui organise, collecte les procès-verbaux, fait un premier comptage et remet le résultat provisoire au Conseil constitutionnel avec les plaintes, qui est validé ensuite par le Conseil constitutionnel pour proclamer le résultat définitif. Et la commission électorale indépendante avait deux systèmes de collecte des procès-verbaux. Un système physique, c'est-à-dire aller collecter les procès-verbaux dans les urnes, et puis un système électronique qui captait l'information à la base et donc numérisait l'information papier, et donc par le circuit de la télécommunication, des nouvelles technologies, eh bien, ces résultats étaient comptabilisés dans une base de données qui permettait donc de générer au fur et à mesure les résultats du processus électoral. Quand on prend ces deux systèmes, au bout des 3 jours autorisés par la Constitution pour donner le résultat provisoire, Laurent Gbagbo, au niveau du comptage électronique, affichait 51,24%, ce qui fait qu'au niveau électronique, la victoire était confirmée avec le rejet de beaucoup de PV frauduleux, c'est-à-dire des PV sur lesquels eh bien, le nombre de votants était supérieur au nombre d'inscrits, ce qui était complètement absurde. Donc tous ces PV rejetés avaient été collectés et transmis à la commission électorale indépendante, puis au Conseil constitutionnel. Et au niveau du comptage manuel, eh bien, sur les bureaux de vote qui avaient eu l'assentiment de tous les membres de la commission, et bien sur l'ensemble de ces bureaux de vote consensuels, eh bien Laurent Gbagbo était à 53,87% des voix, ce qui faisait de Laurent Gbagbo le vainqueur. Et c'est ces résultats-là, avec les points litigieux qui n'ont pas fait l'objet de consensus entre les membres de la commission et qui ont été rejetés par le système de comptage électronique, c'est avec tous ces éléments-là que le Conseil constitutionnel, en dernier ressort, a prononcé la victoire définitive de Laurent Gbagbo pour les élections de 2010. A contrario, au QG de M. Ouattara, eh bien, il avait aussi son système de comptage. Et il a sorti du chapeau des résultats qui ont été certifiés, entendez-vous bien, par l'ONU. Et c'est les résultats sortis du QG de l'opposant de Laurent Gbagbo, en dehors des institutions nationales et consensuelles chargées d'organiser des élections, que Ouattara a été proclamé vainqueur par la fameuse communauté internationale. Voilà comment la crise a été ouverte. Sinon, au point de vue
du vote, au point de vue du résultat des urnes et du résultat proclamé par les institutions nationales avec papier signé à l'appui, eh bien Laurent Gbagbo reste le vainqueur. Donc la victoire de Ouattara est un crime contre la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Alors donc pourquoi est-ce qu'on juge Laurent Gbagbo à la Cour pénale internationale? D'abord, il faut voir dans le jugement qui est en cours, non pas un jugement de crime contre l'humanité, mais un jugement de crime contre la France-Afrique. Pourquoi? Parce que je vous ai expliqué, la Côte d'Ivoire avait rétrocédé son indépendance par des accords de coopération qui faisaient que les réserves de la Côte d'Ivoire étaient gérées par la France et donc la Côte d'Ivoire ne pouvait rien acheter à l'extérieur sans l'autorisation de la France, qui faisait que l'armée ivoirienne était en réalité l'armée française et donc cette armée-là avait le devoir d'assurer la défense et la sécurité, mais quand vous lisez les accords de défense, eh bien la contrepartie de cette protection-là, eh bien c'est que la Côte d'Ivoire doit fournir ses matières premières à la France. Et donc c'est ces accords-là que Laurent Gbagbo voulait briser pour sortir la Côte d'Ivoire de ces étaux qui empêchent aux Ivoiriens de bénéficier de leurs richesses. Parce que notre seule richesse, c'est la matière première. Et donc, pour bénéficier de cela, il fallait d'abord se libérer de ces accords-là. Et cette politique-là était contraire aux accords de coopération signés entre la France et la Côte d'Ivoire pendant le régime du parti unique. Eh bien, si on peut appeler crime, c'est le seul crime que Laurent Gbagbo a commis. Et voilà pourquoi il se retrouve à la CPI. Donc, aucun président français, que ce soit Jacques Chirac ou Sarkozy, ne voulait voir Laurent Gbagbo à la tête de la Côte d'Ivoire parce que Laurent Gbagbo à la tête de la Côte d'Ivoire, c'était la fin de la France-Afrique. Et donc, c'était la fin de la domination de la France sur la Côte d'Ivoire et partant sur pratiquement toute l'Afrique de l'Ouest. Or, quiconque sait le poids de la Côte d'Ivoire dans l'Afrique de l'Ouest et dans la francophonie en général, eh bien, libérer la Côte d'Ivoire de la France-Afrique, c'est libérer toute la francophonie de la France-Afrique. Voilà le vrai crime qu'on veut cacher en le dépeignant comme un dictateur, alors qu'il s'est battu pour le multipartisme et pour la démocratie, comme un criminel, alors qu'il ne s'est même pas tiré un seul fusil. Il a toujours refusé de se battre les armes à la main. Il a toujours demandé à ce qu'on s'asseye pour discuter des problèmes ivoiriens. Et même quand il a été attaqué, il a accepté le dialogue. Et il a accepté que des ministres analphabètes soient membres du gouvernement au nom de la paix. Comment peut-on accuser une telle personne de criminel puisqu'il n'a même pas osé prendre les armes contre les vrais criminels, c'est-à-dire des terroristes, au sens vrai du terme, qui ont été nourris, entraînés, armés et financés au Burkina par la France? Eh bien, ceux-là qui ont commis des crimes contre la Côte d'Ivoire, contre le peuple de la Côte d'Ivoire, ne sont pas traités de criminels. Ils ont la liberté d'aller et venir et de continuer à commettre des crimes en Côte d'Ivoire jusqu'aujourd'hui. Et celui qui a toujours prôné la paix, le dialogue, la discussion, la recherche d'un consensus se retrouve aujourd'hui à La Haye comme criminel. Voilà comment par les médias, on peut faire d'un pacifiste un criminel et d'un criminel un pacifiste. Alors, après une longue période creuse, une période de silence, si on peut le dire ainsi, vous avez publié un livre. Vous venez de sortir un livre qui va bientôt être publié aussi en anglais ici en Afrique du Sud. Et vous évoquez le retour au pouvoir de Laurent Gbagbo. Alors, je vais vous citer ici. Vous dites à la page 186, « Le défi de sa réhabilitation et de son retour signe à jamais le respect de la volonté du peuple par la France-Afrique et ouvre la voie à la souveraineté de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. » Alors, monsieur le ministre, cela signifie-t-il qu'il n'y a personne d'autre qui peut prendre le flambeau pour libérer la Côte d'Ivoire, pour influencer l'Afrique, à part Laurent Gbagbo? Prendre le pouvoir, ce n'est pas ça le problème. Il y a tellement d'Ivoiriens qui sont capables de gouverner aujourd'hui la Côte d'Ivoire, même des analphabètes qui veulent gouverner la Côte d'Ivoire, que ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est que l'emprisonnement de Laurent Gbagbo, c'est l'emprisonnement d'une politique. Et donc, Laurent Gbagbo en prison, c'est un peu comme une force de dissuasion, une arme de dissuasion contre toute politique allant dans le sens de la souveraineté de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire allant dans le sens de mettre fin aux accords de coopération entre la France et la Côte d'Ivoire.
Voilà, c'est cette politique-là qui est en prison. Et donc, tant que Laurent Gbagbo sera en prison, toute alternance en Côte d'Ivoire qui va emprunter le même chemin que Laurent Gbagbo, eh bien, cette personne-là va suivre le même chemin que Laurent Gbagbo. C'est-à-dire qu'on va fabriquer une rébellion. Bon, aujourd'hui, on ne les appelle plus des rebelles, mais on les appelle des djihadistes modérés, comme un peu en Syrie, un peu partout. Et donc, on va fabriquer des djihadistes modérés qui vont encore attaquer la Côte d'Ivoire. Et on va criminaliser celui qui est là. Et il va se retrouver demain à la Cour pénale internationale parce qu'il veut faire la même politique. Donc, Laurent Gbagbo n'est pas en prison parce qu'il s'appelle Laurent Gbagbo. Sinon, Kadhafi ne serait pas tué, puisqu'il ne s'appelle pas Laurent Gbagbo. Mais les deux ont la même philosophie, la même politique, c'est-à-dire la souveraineté et le panafricanisme. Et donc, face à cette politique qui est contraire aux intérêts de la France, eh bien, on trouvera toujours une adversité. Donc, libérer Laurent Gbagbo, c'est la défaite de la France-Afrique et la liberté laissée aux Ivoiriens de mener la politique qu'ils veulent. Et donc, cette liberté-là est contagieuse à travers tout le continent africain. Donc, libérer Laurent Gbagbo, c'est libérer tous les chefs d'État africains pour que chacun puisse mener la politique qui va dans le sens de l'intérêt de son peuple. Voilà le sens profond de la libération de Laurent Gbagbo. Ce n'est pas une personne, c'est un esprit, c'est une philosophie, c'est une politique, c'est une voie de développement de l'Afrique. Or, Laurent Gbagbo en prison, eh bien, ça constitue un peu une dissuasion pour tous les autres qui disent « Attention, si nous faisons la même politique que lui, nous risquons d'avoir des rebelles, nous risquons d'avoir une crise et nous risquons de nous retrouver à la CPI pour crimes contre l'humanité. C'est pour cela que nous insistons sur la libération de Laurent Gbagbo, c'est-à-dire sur la libération de la philosophie de la souveraineté qui doit être aujourd'hui l'étape fondamentale que l'Afrique doit franchir après l'étape des indépendances.